Nous allons à Cachan et je vous présente Jean-Marie Gaulier qui est architecte. Jean-Marc, j'ai Jean-Marc en plus. Jean-Marc Gaulier qui est architecte paysagiste, qui a créé en 1996 son agence qui est Urbicus, enseignant à l'École nationale de la nature et du paysage de Blois. Et vous avez, grâce à l'expérience qui est la vôtre, intégré le pôle expertise de l'Agence nationale du renouvellement urbain, l'ANRU. Alors, Monsieur Gaulier, vous, c'est la dalle, et la dalle s'entoure. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit, écrit et commenté sur les dalles? Alors, cette dalle, c'est une mauvaise idée ou une mauvaise réalisation, hein? La dalle, Oui, la dalle. c'est quelquefois une bonne idée avec des projets un peu avortés, puisqu'on parlait des ruptures du mouvement moderne, enfin de l'urbanisme de dalle. Une des caractéristiques de cette rupture, c'était une rupture économique. C'est-à-dire que pour que le projet de la dalle ait du sens, il faut, comme à la Défense, qu'il y ait 1,50 m de terre végétale sur la dalle pour que Dan Cayley, effectivement, puisse planter des tilleuls. Pas des platanes, je crois. Enfin bon, c'est des platanes. Bon, bon. Donc la dalle, voilà, elle ne souffre pas de médiocrité. Donc je vais vous montrer une petite illustration, non pas de perfection, mais effectivement de comment on a fait un travail avec le groupe 3F, qui est un grand bailleur social national, même s'il a beaucoup de logements en Île-de-France, d'un travail de réhabilitation d'une dalle. Donc on vous appelle à Cachan pour la dalle. On m'appelle à Cachan, c'est-à-dire que c'est 3F qui met en place une opération pilote qui s'interroge finalement, en dehors justement de tous les processus de renouvellement urbain mis en place par l'ANRU, qui s'interroge sur qu'est-ce que c'est qu'un espace extérieur dans une résidence de logements sociaux. Et ils lancent un concours avec des urbanistes et des paysagistes. Ils en retiennent un certain nombre et ils les font travailler sur cette réflexion. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux ont une certaine culture, une forte expérience de qu'est-ce que c'est que le logement. Mais finalement, au fil du temps, ils ont un peu perdu, et c'est pas une critique, de produire du logement, c'est compliqué et long, mais ils ont peut-être perdu, dans le fond, cette approche de comment les logements sont situés dans la ville, qu'est-ce qu'une résidence dans la ville, comment on habite dans la ville, quoi. Et moi, je dis toujours, et ils se posent la question de l'attractivité de leur logement, parce que finalement, cet urbanisme de dalle, à force d'être un petit peu trop pauvre, un peu trop vilipendé, il finit par dégoûter les gens d'y habiter, quoi. Et donc, il se vend mal. Voilà, il se vend mal et il pose une question d'attractivité. Donc la résidence, une des résidences sur lesquelles on a travaillé, elle s'appelle la Prairie à Cachan. C'est la vallée de la Bièvre, haut lieu métropolitain, affluent combien célèbre de la Seine. Est-ce que la Bièvre est toujours aussi haute en ce moment? Non. La Bièvre, on ne sait pas si elle est haute parce qu'elle est en sous-sol, Oui. aussi. Elle a aussi subi un peu les dalles. On est dans la vallée de la Bièvre et la résidence s'appelle la Prairie. Alors, l'urbanisme de dalle et le mouvement moderne, ils ont aussi quelquefois fabriqué des ruptures toponymiques, puisque la résidence, la Prairie, la voilà. C'est pas triste, hein? Alors, l'urbanisme de dalle, il génère de nombreuses ruptures. On parlait des ruptures d'échelle. Elle génère des ruptures de tissu urbain, puisqu'on voit le tissu pavillonnaire qui jouxte cette dalle. C'est une rupture environnementale, puisque tout d'un coup, il n'y a plus de sol, surtout il n'y a plus de terre. C'est-à-dire qu'on pose ses tours sur un support très pratique et très économe qui est le béton, mais du béton sans terre, ça reste du béton. La dalle est plate, on perd tout ce relief urbain, la bordure n'existe pas, le caniveau n'existe pas, et l'arbre, évidemment, existe difficilement. Bon. En revanche, les voitures sont là. Alors, là, sur cette dalle, on a à la fois des voitures dessus et des voitures dessous.
Donc, Madame Picot veut faire du patin à roulettes sur votre dalle. Ou du skate, c'est très pratique, mais assez bruyant. Le groupe 3F avait lancé ces opérations pilotes sur deux thèmes. L'un qui était la concertation, c'est-à-dire comment, dans le fond, on réinvestit ces espaces avec les habitants, et l'autre, c'était la nature en ville. Donc, ils nous avaient demandé de faire un bilan environnemental des espaces pour mesurer la qualité de la biodiversité. Là, on leur a dit, voilà, il est fini. Donc cette dalle, à part les quelques petits problèmes que je viens d'évoquer, elle pose d'autres questions. C'est-à-dire que quand elle est effectivement traitée de cette façon-là, c'est-à-dire qu'une assez grande pauvreté dans la qualité des espaces, une monofonctionnalité des usages, c'est-à-dire qu'elle ne sert visiblement qu'à la voiture, éventuellement au passage des piétons. Elle ne génère aucun espace de transition avec le logement, c'est-à-dire que les gens qui habitent là à rez-de-chaussée ont les volets pratiquement fermés toute la journée, non pas qu'ils soient là à dormir, mais parce qu'ils détestent que les gens regardent chez eux, etc., etc. L'urbanisme de dalle, la rupture souvent est une rupture topographique. On voit ici le rapport à la rue, c'est-à-dire que la dalle est perchée ici à 3 mètres de haut. À la Défense, elle doit être perchée beaucoup plus haut, mais là, il n'y a que 3 mètres, mais c'est une rupture énorme. En plus, on a vu plus haut. On a vu plus haut, mais déjà 3 mètres, je vous assure que c'est assez considérable, surtout quand il faut monter avec un fauteuil roulant ou son caddie, et que les rampes ne sont pas conçues pour ce faire. Et puis cette rupture, moi, que je qualifie d'adresse ou d'identité, c'est-à-dire que voilà la façade de ces tours sur la rue, quoi. C'est-à-dire que le mur, les portes de garage et les rampes pour accéder dans ces parkings. Alors, le groupe 3F nous avait dit, voilà, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place de la concertation avec les habitants. Donc, ouais, on a dit de la concertation, bien sûr. On va concerter. Vous aimez ça ? Moi, j'adore ça. J'adore ça pour le plaisir de parler du projet, mais surtout parce que je pense, dans ce genre de contexte, qu'on ne peut pas faire de projet sans les habitants. Vous me disiez, il n'y a pas de bons architectes sans de bons résidents. Dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire que dans le cadre, effectivement, du renouvellement urbain, on appelle ça, nous, les architectes, on est maîtres d'œuvre. On désigne les habitants comme la maîtrise d'usage. Ah oui, d'accord. Dans le fond, ceux qui connaissent le mieux les problèmes à régler, ce sont les habitants. J'ai fait un projet à Lorient, comme ça, un grand projet de renouvellement urbain, comme celui qu'on vient de voir dans le nord parisien. Et puis, au détour d'une réunion publique, les habitants me disent « Mais monsieur l'urbaniste, tout ça est tout à fait passionnant, mais figurez-vous que le soir, quand il y a du vent, à Lorient, il y a assez souvent du vent, il y a la porte de la cave qui bat avec le vent, elle est métallique, elle fait un boucan épouvantable. Je suis obligé de me lever pour la dégonder et la poser. Le gardien la repose le matin. Donc votre projet est passionnant, mais tant que vous n'aurez pas réglé le problème de ma porte, je ne vous écouterai pas. Voilà, donc la concertation, ça sert à ça. Ça sert à bien comprendre quels sont les problèmes dont on hérite. Effectivement, j'oserais dire qu'on hérite malgré tout quelques problèmes de nos ancêtres, les modernes. Et qu'on essaye de les corriger, c'est une grande part de notre travail. Donc pour pouvoir réinvestir l'espace de cette dalle dont vous avez vu un peu la sécheresse, puisqu'on avait du parking en dessous et du parking au-dessus, et que l'idée, effectivement, c'était de la réinvestir par des usages, des jardins, pour compléter ce petit manque dans la conception initiale, encore que peut-être il y a eu des jardins qui ont disparu, d'ailleurs. Il a fallu s'interroger sur les parkings souterrains, parce qu'évidemment, les parkings souterrains étant eux-mêmes totalement infréquentables, pour des raisons qu'on connaît, c'est-à-dire qu'ils sont gris, vétustes, sales, mal éclairés. Quand vous cheminez entre la cage d'escalier et le parking, vous traversez le local poubelle. Bref, les parkings, aucun locataire ne voulait en louer. Et donc l'enjeu, c'était de rénover les parkings souterrains pour convaincre les locataires de revenir garer leur voiture dans le parking souterrain de façon à regagner l'espace en surface de la dalle. Vous cédez la dalle. Hein, voilà.
Oui, nous céder la dalle, en tout cas nous céder de l'espace pour un projet de dalle. Donc on a rénové le parking souterrain. Je dirais en passant d'ailleurs que dans la production du logement, on s'interroge assez peu sur la question des parkings souterrains. Alors que c'est quasiment l'entrée principale d'un immeuble, quand il y a un parking souterrain. Il y a assez peu d'exemples dans l'architecture moderne de parkings souterrains qui sont traités comme des entrées principales des immeubles. Oui, ne le prenez pas mal, mais on a besoin d'un architecte paysagiste pour rénover un parking souterrain. Il se trouve que je ne suis pas que architecte paysagiste et que je considère que le paysage, pour paraphraser un de mes grands maîtres, c'est l'ensemble des choses que l'on voit. Donc, comme on voit les parkings souterrains, je m'en occupe. Très bien. Bon, excusez-moi hein. Et puis, en l'occurrence, voilà, si on veut reconquérir des espaces, il faut faire bouger les choses. Donc, cette entrée principale de l'immeuble, voilà, on a essayé, je vous raconterai les conditions économiques peut-être à la fin, dans des budgets extrêmement serrés, mais voilà, de rééclairer les espaces, de refaire des circulations entre la cage d'escalier et les parkings un peu plus nobles, de donner quelques qualités, au moins de lisibilité des parkings qui soient bien éclairés, de faire en sorte qu'ils ressemblent à ces parkings que produisent nos grands constructeurs pour faire des parkings publics et de dire qu'on a des parkings privés qui sont presque aussi bien que les parkings publics. Non, ils sont plus beaux que sur les parkings. Alors là, c'est l'image du plan avant. Bon, 2600 m² d'espace planté, 7 arbres, 97 places de stationnement en surface, 288 en sous-sol. Bon. Et 4 tours posées à 3 mètres du sol, le long d'une rue, en face d'une école. Derrière, il y a des commerces. On est dans un quartier, mais on est dans tous les effets de rupture que je viens de décrire. Et puis surtout dans cet effet de rupture d'image qui fait que finalement, on a assez peu envie d'habiter cet espace. Donc, on a travaillé très longtemps, on a discuté abondamment pour convaincre les habitants de venir se garer dans le sous-sol. Vaste concertation, grande discussion avec les locataires, débat sur le prix des places en sous-sol, parce que se garer dans le sous-sol, ça coûte plus cher pour un bailleur que de se garer en surface. Donc on réussi à faire baisser un peu le prix sous-sol, etc., etc. Parce que quand vous habitez un logement social à Cachan, louer une place de parking, c'est un problème. C'est-à-dire que même si elle n'est que de 20 € par mois. Bon. Et puis de dégager de l'espace pour fabriquer, pour ramener de la terre sur cette dalle. Alors, ramener de la terre sur une dalle, c'est tout un problème parce que la terre, ça pèse très très lourd. Ça pèse sur le béton, sur les piliers, donc il faut l'alléger, trouver des stratégies savantes pour faire en sorte qu'on puisse ramener cette terre sans évidemment que la dalle s'effondre. Ensuite, ce sont des tours, donc trouver des cheminements pour que les pompiers puissent toujours accéder à ces tours qui sont de 15 ou 20 niveaux, donc qui font pratiquement 50 mètres, et que la sécurité soit assurée, ce qui n'était plus forcément le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les gens se garant sur la dalle, il y avait des voitures partout, y compris sur les voies pompiers. Et puis voilà, on essaye de concilier tous ces problèmes techniques avec l'objectif de réinvestir l'espace avec du paysage, des plantations et de redonner quelques espaces d'usage, de jeu, de proximité, et puis de planter beaucoup d'arbres. Au bout de combien de temps on se dit « ça y est, je peux planter » ? Votre question me laisse perplexe. On est là jusqu'à 9h, hein, mais pas après. On peut planter. À quel moment on se dit on peut planter ? Oui, à quel moment vous avez contourné les difficultés, les réglementations, les normes, convaincu les habitants. À quel moment vous commencez votre métier ? On commence le métier, vous avez vu, dans le sous-sol, oui. Dans le parking. On commence le métier en ne parlant que de voitures.
Les paysagistes passent une bonne partie de leur temps à dessiner des parkings. C'est vrai, à faire en sorte qu'il y ait des arbres dans les parkings et que ces parkings ne ressemblent pas à des parkings. Ça effroie toujours mes étudiants quand je leur dis ça, mais c'est quelque part un peu vrai. On va dire 2 ans plus tard, quoi. L'ensemble du projet a pris 2 bonnes années, effectivement, mais des projets comme ça, voilà, c'est-à-dire que le temps d'un projet est beaucoup plus vaste, puisqu'on récupère un projet qui a 30 ans, les arbres qu'on a plantés ont été cultivés en pépinière, ils ont, eux, 10 ans de culture en pépinière. Les habitants qui habitent là habitent pour certains depuis l'origine. Donc tous ces temps se superposent et nous, on ne fait que passer dans cette résidence à un temps donné pour planter 230 arbres. Voilà, on a réussi de passer de 7 à 230, ce qui, je vous l'assure, effectivement, est un exploit extraordinaire et qui demande beaucoup de persévérance. Et puis des palettes végétales, voilà, puisque c'était un des thèmes forts du groupe 3F, c'est-à-dire que dans le fond, d'utiliser, de s'appuyer sur ce thème dont on parle beaucoup, dont Virginie Picon-Lefebvre parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de la nature en ville, qui était effectivement un peu le mythe d'origine de cette ville. Hein, c'est-à-dire qu'on construisait haut pour libérer le sol et avoir effectivement des jardins au sol. Donc là, on a construit haut, mais sans libérer le sol, mais pour la voiture. On a fait la moitié du travail, quoi. Voilà, un petit peu. Ensuite, l'autre travail, c'est de effectivement régler ce problème du dénivelé. Donc, sur le mur, en façade, on a en fait changé les entrées, refait un talus pour pouvoir planter ce talus de façon à ce que la dalle et la végétation de la dalle descendent dans la rue. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est le mur avant-après. Voilà. On a fait un talus devant le mur de façon à pouvoir le végétaliser. On a, sur ce talus, refait des accès, des rampes pour qu'on puisse monter sur la dalle. Ça paraît paradoxal de se dire qu'on avait du mal à y monter, quoi. C'est-à-dire qu'une poussette accédait assez difficilement sur cette dalle, voilà, des rampes. Et puis, introduire de la végétation, parce que moi, je pense que on parle beaucoup de la nature en ville, c'est important, la biodiversité, mais on parlait des ruptures d'échelle tout à l'heure. Je pense que le végétal dans la ville, on le constate dans toutes les villes, à Paris notamment, c'est-à-dire que l'introduction de la végétation et des arbres, c'est une façon de parler de l'échelle. C'est-à-dire que cette tour de 50 étages avec une dalle plate, quand vous mettez un habitant d'1,70 m, il a un rapport d'échelle, une rupture d'échelle absolument colossale, quoi. Quand vous mettez entre cet habitant et la tour un arbre qui fait 5, 10, 15 mètres de haut, tout d'un coup, le paysage change. C'est-à-dire qu'il n'est plus écrasé par l'immeuble. On fabrique des filtres, finalement, entre le regard des habitants entre eux. On écarte les cheminements piétons des rez-de-chaussée en fabriquant des socles végétaux, une épaisseur qui va croître dans le temps, et on fabrique une diversité d'espaces voilà, qui change l'image et l'identité de ces espaces qui sont le plus souvent stigmatisés, comme vous le soulignez tout à l'heure, au tel point que personne ne veut y venir pour des bureaux, mais même pour des logements, ce qui est problématique pour un bailleur social. Là aussi, il y a des difficultés. Vous avez des taux de vacances, les bailleurs appellent ça un taux de vacances, c'est-à-dire que c'est un pourcentage de logements qu'on n'arrive pas à louer. Et pourtant, il y a des gens qui cherchent un logement et qui n'arrivent pas à trouver. Oui, mais si vous voulez un bon parcours résidentiel, c'est d'abord trouver un quartier dans lequel on a envie d'habiter. Normalement, quand il n'y a pas pénurie de logements et quand on a à peu près les ressources pour se loger, on choisit d'abord le quartier où on veut habiter, parce qu'éventuellement, il n'est pas trop loin de son travail, parce qu'il vous donne une bonne image de vous. Oui, et où on a envie de vivre aussi avec les gens qui habitent le quartier. Avec les gens qui habitent là, voilà. Bon. Donc, on choisit d'abord, en général, son adresse, finalement, dans la ville.
Et puis après, une fois qu'on a vu à peu près où on habitait, qu'on trouvait ça sympa, si on trouve ça sympa, on va voir le logement. Et quand vous arrivez dans des espaces comme ça, si vous êtes dans un parcours résidentiel normal, s'il n'y a pas pénurie, vous partez en courant. C'est-à-dire que c'est inhabitable, la dalle là, que je montrais au début. Ah oui, mais là, ça va mieux. Hein. Donc l'idée, voilà, c'est de réinvestir, moi, ce que j'appelle l'identité de ces espaces. Et Virginie Picon-Lefebvre disait tout à l'heure qu'elle regrettait nostalgique. Elle était nostalgique des grands idéaux, finalement, du mouvement moderne. Moi, je lutte, je milite plutôt. Il y a un droit au logement. Ben voilà, le droit au logement, c'est formidable. Moi, en plus, je milite pour le droit au paysage. Voilà, c'est-à-dire que non seulement il faut produire des bons logements, mais il faut qu'ils soient bien situés en ville et qu'ils soient évidemment dans un cadre valorisant, même si ce sont des logements sociaux. Alors, voilà. Ça, c'est, désolé de te le dire, c'est le discours moderne. Super, je suis moderne. Alors, moi, je ne suis pas forcément aussi moderne que ça. Hein. Voilà, donc ensuite, on a gardé malgré tout, parce qu'il n'y avait pas assez de place en sous-sol, quelques places de stationnement. On fabrique, parce que pour pouvoir mettre de la terre sur dalle, il faut la mettre au-dessus de la dalle, donc il faut fabriquer des petits murets qui ne pèsent pas trop lourd. Ça devient même un problème de rajouter des bancs, donc on met les bancs sur les murets pour ne pas rajouter de la fonte. Enfin, bon, on travaille, pour que ça marche, parce que... Alors finalement, cette dalle, juste un point de détail. C'est une chance pour la biodiversité. C'est une chance pour la biodiversité. Je pense que c'est surtout une chance pour le bailleur social qui n'est pas là. De pouvoir éventuellement louer un peu mieux ses logements, parce que la biodiversité, c'est important, mais il n'y a pas que ça dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut se loger. Et dans des bonnes conditions. Et dans des conditions économiques, voilà, c'est-à-dire que le bailleur l'a financé sur ses fonds propres, il n'y a pas l'ANRU qui a donné des lourdes subventions, donc on est dans un projet d'une économie... vous avez moins de moyens qu'à la cité Edmond Michelet. On ne va pas comparer nos moyens, parce que entre Cachan et Paris, évidemment, ce n'est pas les mêmes moyens. Tant que c'est l'agglo, ça va aller mieux. Voilà. Donc, par exemple, le sol, il venait d'être refait, parce qu'une dalle, il faut qu'elle soit, paradoxalement, pour la végétation, étanche. Donc, il venait de refaire l'étanchéité avec le béton sur l'étanchéité. Donc, on ne pouvait pas rajouter de nouveaux sols sur cette dalle, à nouveau pour des problèmes de poids et de protection de l'étanchéité. Donc, on a joué un peu avec de la peinture, juste. Est-ce qu'on a dit qui avait eu l'idée de la dalle, quand même, au départ ? Non, j'ai oublié le nom de l'architecte qui a produit ces immeubles d'assez bonne qualité. En général, ces immeubles ont des logements de bonne qualité. Les tours, quand elles ont été bien conçues, sont des immeubles tout à fait intéressants. C'est vrai qu'en général, ils dégagent des vues absolument passionnantes dès qu'on monte un petit peu dans les étages. Le sujet ici, c'était la question des espaces extérieurs de ces immeubles et de tous les problèmes que je viens d'évoquer. Voilà, réintroduction d'espaces de jeu. C'est-à-dire qu'à nouveau, pour un bailleur, le bailleur, il a comme fonction de loger les gens. Mais sa responsabilité ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il y a tous ces usages, tous ces besoins autour de la question du logement. C'est-à-dire un peu de promenade, un peu de jeu, une image satisfaisante qu'il faut satisfaire. Et ça se satisfait dans les espaces extérieurs de la résidence. Voilà. La question des limites est quelque chose de très important dans ce genre de contexte, parce que le mouvement moderne, dans cet urbanisme, a un peu fait fi, a un peu nié la question des limites. C'est vrai que cet urbanisme de dalle
à fabriquer un nouveau parcellaire. C'est-à-dire que là, à l'origine, il devait y avoir de nombreuses parcelles qui ont disparu. Donc les limites ont eu tendance à disparaître. Et c'est vrai que ça pose des problèmes de lisibilité, c'est-à-dire de savoir à quel moment on est dans l'espace public, à quel moment on est dans l'espace privé, à quel moment cet espace, finalement, le locataire, quelque part, en a la responsabilité. Le bailleur, au bout d'un moment, ne sait plus ce qu'il avait à entretenir, parce que les limites ne sont même plus lisibles dans la ville. Donc le balayeur ne sait pas ce qu'il doit balayer quand il travaille pour 3F ou quand il travaille pour la ville. En vérité, voilà, des problèmes extrêmement concrets deviennent totalement ingérables et dysfonctionnants. Kafkaïens quelquefois. Vous avez raison de le souligner. C'est même quelquefois, oui. Ubuesque. Je sais même, oui, pire que ça, je pense. Voilà. Et donc, ensuite, voilà, trouver des solutions pour ramener un peu de végétation malgré ces problèmes de surcharge de la dalle, changer le vocabulaire. Voilà, en haut, c'était l'entrée avant, les barrières. Voilà, bon. C'est-à-dire qu'en changeant d'échelle, vous avez changé de vocabulaire. On change, si vous voulez, l'échelle. Nous, dans notre jargon, on appelle ça la transition des échelles. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on s'occupe de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, quoi. L'échelle, elle se lit à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on s'occupe des détails de sol. Paris est une ville passionnante pour la question du changement des échelles. C'est-à-dire que Haussmann, quand il dessine la ville, Haussmann et Alphand, etc., quand il dessine, il fait un grand plan, si je simplifie, de Paris, mais en même temps, il décide de la forme de la grille d'arbres, des platanes, des pavés et de la taille de la bordure. Voilà, il décide de tout ça. Donc là, il faut faire la même chose. Il faut s'occuper de tout ça à la fois. Ce sans quoi on fait une ville, justement, trop simple, sans échelle, la petite et la grande. Voilà, alors quelques images avant, après de ce site. Voilà, c'est une opération finalement très modeste. Vous êtes heureux du résultat ? Si vous voulez, le problème des architectes, c'est qu'ils détestent les détails loupés, donc il y en a quelques-uns que je n'évoquerai pas. Mais globalement, si vous voulez, moi je suis satisfait quand on a identifié quelques problèmes à résoudre et qu'on les a bien résolus. En tout cas, voilà, dans un laps de temps qui nécessite après, parce que c'est vrai qu'il faut mettre en place, c'est aussi un peu le drame des paysagistes et le problème du paysage, c'est que ça s'entretient. Et que donc voilà, maintenant, il faut que les habitants portent ces espaces, que le bailleur les entretienne. On a d'ailleurs révisé avec eux tout leur cahier des charges d'entretien, parce qu'il n'y en avait pas tellement avant, il y avait peu de pelouse à tondre. Du coup, il a fallu écrire des marchés pour que les entreprises entretiennent ces espaces, qui sont conçus par ailleurs sans arrosage automatique, puisqu'on ne voulait pas rajouter des charges, puisque disait que pour un locataire à Cachan, payer 20 € de plus pour une place de parking, c'est un problème, mais payer plus aussi pour entretenir les espaces verts, c'est un problème aussi, quoi. Donc on a fait tout un travail pour que le coût de ces aménagements en gestion, en charge locative, ne soit pas trop pesant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.